Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je veux dire que je suis très très heureuse et toujours un peu émue d'être à Bourg-Saint-Maurice où j'ai grandi, voilà. Et à l'époque où j'ai grandi ici, on risquait pas d'avoir des masterclass avec Valeria Bruni-Tedeschi. Donc voilà, on est très heureux de vous offrir ce genre de moment. Alors le lab, en effet, a 2 ans bientôt. Le lab a été créé, on a créé ça, en fait, c'est vraiment une émanation du festival. Voilà. C'est-à-dire que on s'est rendu compte en tant qu'organisateur d'un festival qu'on avait un vrai problème. C'est que les premières années où on a organisé le festival, on avait en moyenne entre 2 et 3 femmes seulement sur 10 dans la compétition. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas normal, que se passe-t-il? Donc on a creusé un peu, on a commencé par créer un prix qui s'appelait le prix Femmes de cinéma, qu'on attribue toujours à une réalisatrice chaque année. On a fait ça dimanche d'ailleurs, et le prix a été remis à Claire Burger pour C'est ça l'amour. Et puis on s'est dit, mais en fait ça suffit pas de donner juste un prix chaque année à une réalisatrice. Donc une année, au lieu de faire un focus sur un pays, ça c'était en 2016, on s'est dit on va faire un focus sur les jeunes réalisatrices européennes. Et c'était génial parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un talent fou, simplement qu'on n'allait pas forcément le chercher. Et c'est là où on a vraiment eu notre espèce de, je dis toujours que c'est la graine de la sensibilisation qui s'est plantée dans notre tête et où petit à petit on s'est dit bah il y a un problème. Du coup on a commencé à faire attention en fait, dans la sélection au genre des réalisateurs et réalisatrices qu'on choisissait. Et tout d'un coup, bah, comme par miracle, depuis 3 ans, on a une compétition qui est parfaitement paritaire, cette année encore d'ailleurs. Et donc l'année de ce focus, on avait fait plein d'ateliers, des tables rondes, etc. Et à la fin de la semaine, on s'est dit c'est quand même beaucoup trop dommage de s'arrêter là, parce qu'il y a un vrai sujet, il y a des vraies problématiques. Donc on a créé le Lab Femmes de cinéma, donc, qui travaille à l'année. Donc c'est porté par la même équipe, hein, à vrai dire. Donc Guillaume, Pierre-Emmanuel, Jérémy, Claude, voilà, la même bande. Et donc on fait, chaque année, on organise à peu près 6 ateliers qui sont des moments de discussion. On a entre 15 et 20 participants, toute la chaîne du cinéma, qui échangent sur ces questions pendant 2-3 heures avec l'idée d'être très orienté sur les actions. Chaque année, on publie aussi et on actualise une étude sur la place des femmes dans le cinéma. Alors, c'est pas très réjouissant parce que année après année, ça bouge quand même qu'à moitié. Mais bon, quand même, on garde espoir et on garde surtout un œil vigilant là-dessus. Voilà. Et puis, chaque année, on fait 2 masterclass. Donc, on en organise une à Paris. Cette année, c'était avec Hiram Hack, qui avait eu le prix Femmes de cinéma l'année dernière, d'ailleurs, pour La mauvaise réputation. L'année dernière, on a eu une masterclass Femmes de cinéma avec Noémie Lovski. Et cette année, on est très très heureux d'accueillir Valeria Bruni-Tedeschi. Voilà. Super émue, mais c'est un peu ridicule d'être émue par soi-même. Non, je suis émue par votre texte et aussi les chocs que font les différentes périodes de la vie. C'est sûr qu'on se dit que vous avez presque été un caméléon jusqu'ici. Oui, et puis que la vie est passée. Alors, parfois, je me reconnais pas du tout. Alors, une question simple pour commencer, mais qui peut être bien. Est-ce que vous aimeriez commencer cette masterclass d'une certaine façon, sachant qu'elle s'intitule en plus Femmes de cinéma? Oh, femme, je sais pas. Mais non, mais ça me fait plaisir de la commencer comme ça, avec vous. Je sais pas, en parlant... Je sais pas... Non, c'est vrai que là, c'est voilà, c'est le travail d'actrice que je vois, voilà. En fait, voilà, ce que j'ai vu là et que je ressens là, à la seconde, c'est la même chose, c'est qu'en fait, j'ai une boule à la gorge. J'ai passé ma vie à avoir comme une boule à la gorge, et que mon travail est une façon de vivre avec cette boule à la gorge et d'en faire aussi des choses joyeuses. Mais en fait,
je reconnais que la chose, elle est toujours là, depuis toujours et encore aujourd'hui. Et je le vois sur ces images, c'est ça qui m'a émue. En fait, je me suis dit que j'ai toujours la même angoisse que je trimballe et j'essaye d'en faire aussi quelque chose de joyeux. Pardon, je ne voulais pas vous plomber l'après-midi. Justement, vu que vous dites ça, c'est une question que je voulais poser à la fin, mais il y a quelque chose dans votre voix qui m'émeut profondément et qui me fait penser à une phrase que j'ai lue récemment dans un livre qui disait « Sa voix était délicatement voilée, comme les gens qui ont trop crié ou pas assez dit ». Alors, cette boule, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Vous avez trop crié ou pas assez dit? Déjà en Italie, on parle fort, on crie. On a l'habitude de crier dans la vie quotidienne. Les gens qui viennent chez nous sont étonnés, on a l'impression qu'il y a des drames. En fait, c'est la normalité, on crie. Et souvent, les femmes italiennes ont des voix graves. Même, vous voyez Valeria Golino, enfin, vous ne l'avez pas encore vu, mais dans le film, beaucoup d'actrices italiennes ont des voix cassées. Ma sœur aussi a une voix... Enfin, voilà, je sais pas, je pense que ça vient d'une façon, d'un caractère des Italiens, qui fait que... Je pense que c'est plus ça que de ne pas avoir assez dit. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui m'exprime. Mais c'est vrai qu'il y a une... J'ai aussi une... C'est vrai que les émotions vont dans la voix. Beaucoup, avant tout, dans le ventre, dans la voix. Et que... c'est beau, ça. Alors, nous, on aime beaucoup parler de la cinéphilie des artistes qu'on rencontre, et puisque là, notre sujet doit partir sur femmes de cinéma, vous pensez à qui quand on vous dit femme de cinéma? Est-ce qu'il y a une grande femme de cinéma à laquelle vous pensez? Moi, je pense pas... je pense aux actrices. Je pense, par exemple, à Gena Rowlands, à Meryl Streep, à Anna Magnani, qui sont peut-être les trois actrices qui sont les trois idoles. Oui, je pense à... Mais par rapport au fait de faire des films, je pense pas à une réalisatrice ou un réalisateur. Je mélange tout. Mais c'est vrai, quand je pense femme de cinéma, je pense à des actrices. J'ai noté quelque chose que vous avez dit... Je pense à des actrices qui m'inspirent, qui me donnent toujours envie de travailler. Si je pense à Gena Rowlands, j'ai instantanément envie de jouer. Et voilà. Pareil pour Meryl Streep, pareil pour Anna Magnani. Elles me mettent dans l'endroit où je voudrais être. Pour aller dans la continuité de ce que vous avez dit, j'ai noté quelque chose que vous aviez déclaré à la Mostra pour les Estivants. Je ne voudrais pas montrer mon film en compétition principale juste parce que je suis une femme, mais parce que quelqu'un a pensé qu'il était suffisamment bon. Je pense que c'est important de se battre pour la parité, mais pas dans le domaine de l'art. C'est un sujet un peu... c'est complexe. Personnellement, je ne voudrais pas être choisie parce que je suis une femme. Personnellement, voilà. Par contre, c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il faut un peu changer les habitudes et faire des petits actes de violence pour changer les habitudes, faire des petites révolutions et imposer des choses parce que sinon les habitudes restent et c'est vrai que peut-être qu'il faut un tout petit peu pousser à ce qu'on se rende compte que qu'il y a autant de talent chez les femmes que chez les hommes. C'est vrai que ça a pris du temps, voilà, disons que de l'extérieur, je pense qu'il faudrait, au lieu, pousser à la parité, mais de l'intérieur, au lieu, moi, je ne veux surtout pas jouir de ce privilège. J'aurais honte d'être là, parce que d'être choisie, d'avoir mon film choisi à Venise parce que je suis une femme. Voilà. Alors pour en revenir à vos débuts, on aurait pu imaginer que vous auriez pu choisir presque tout, que toutes les portes auraient pu s'ouvrir à vous, et vous avez choisi le cinéma. Ah non. Non, il n'y avait pas beaucoup de portes qui s'ouvraient à moi. Non. En fait, je voulais faire de la... Début, quand j'étais jeune, je faisais de la danse. Et j'étais pas douée.
Mais c'était mon rêve. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait après ce film, ce documentaire sur la danse, et qu'il y a toujours de la danse dans mes films. Et après, je voulais écrire aussi, mais je me sentais pas... Enfin, non, j'avais pas l'impression que toutes les portes étaient ouvertes. J'ai eu l'impression... Et puis, j'ai pas choisi le cinéma, j'ai choisi le théâtre. Et c'est après que je suis arrivée avec Chéreau à ma première expérience au cinéma, qui m'a fait tomber amoureuse du fait d'être regardée par une caméra. Mais au départ, c'était jouer, dire les mots des autres. Et voilà, j'y suis arrivée avec beaucoup de... J'y suis pas arrivée très tôt, j'y suis arrivée à 22 ans, 21 ans, enfin, je veux dire, j'ai passé 2-3 ans à essayer, puis un jour, dans un cours de théâtre, j'ai compris qu'est-ce qui pouvait se passer en jouant, que c'était une vraie expérience, que c'était pas juste réciter et puis être pareil avant et après, mais c'était une vraie expérience, et qu'après avoir passé une scène, on n'était plus la même personne exactement. Quelque chose s'était vraiment passé dans ma vie. Ce jour-là, je me souviens, c'était une scène de Baby Doll. Ce jour-là, je pense que j'ai pensé que en faisant l'actrice, je pouvais donner un sens à mes angoisses. Voilà. Quelque chose qui se traduit dans vos films, même autant Sans bon, je les ennuie. Qu'en réalisatrice, c'est que vous jouez avec la vérité, mais quand votre fille, votre mère et vos amis apparaissent dans le film, ils jouent des personnages fictionnels. La seule vraie différence, c'est que vous avez déjà un passé avec eux, donc vous n'avez pas besoin de tout construire de toutes pièces. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail déjà fait, il y a beaucoup de compréhension des situations, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je me facilite la tâche en prenant des gens de ma famille et mes amis, parce qu'ils connaissent déjà tout, donc j'ai pas besoin d'expliquer. Mais aussi, je me facilite la tâche parce que ce sont des très bonnes comédiennes, parce que j'ai fait quand même passer des essais à ma fille pour voir si, justement, si la caméra est... Qu'est-ce qui se passait entre elle et la caméra? Si elle avait, en fait, c'est une question, si elle avait envie de révéler des secrets à la caméra. En fait, j'ai l'impression que quand on dit que ça se passe bien entre quelqu'un et la caméra, c'est quand quelqu'un a envie et besoin de révéler des secrets. Voilà, ce besoin-là, il peut être chez une petite fille, il peut être chez un monsieur qui a joué le rôle du maître d'hôtel dans mon film, qui était un ex-policier, il peut être chez un comédien de la Comédie Française, il peut être chez une femme très âgée, comme Blanche dans le documentaire, qui n'était même... C'est même pas sûr qu'elle savait qu'elle était filmée, mais si. Je pense qu'elle savait qu'elle était filmée, et je pense qu'elle avait besoin de révéler un secret à la caméra. Et je pense que Blanche, du documentaire, peut-être vous ne l'avez pas vu, donc, mais en tout cas c'est une femme très âgée qui a l'Alzheimer, et ben je pense, et il y a un chorégraphe qui l'a fait danser dans un hôpital, et ben je pense que cette femme, s'il n'y avait pas eu la caméra, ça ne se serait pas passé pareil. Je pense qu'elle avait, voilà, c'est un rapport privilégié avec la caméra, comme si la caméra était un confident secret. Je crois ça. Et ma fille avait ça tout de suite, dès les premiers essais. Ma tante avait ça, ma mère a ça. Sinon, je ne les aurais pas prises pour mon film. Et donc vous pensez ça parce que vous-même, vous délivrez un secret en vous... Oui, peut-être je pense ça parce que moi-même, je délivre un secret, donc je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Au lieu, ma fille, elle va me regarder comme ça, elle va me dire, moi, j'ai aucun secret à dire à la caméra. Voilà, c'est mon interprétation aussi du travail de l'acteur. Et je vois tout par ce prisme-là, parce que c'est le mien. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'acteurs qui ne seraient pas d'accord. Enfin, pour qui c'est pas ça l'essentiel. Ouais, c'est ma nécessité de avouer quelque chose. Je sais pas quoi. Ça tombe bien que vous parliez de nécessité, parce que j'allais vous en parler. Donc vous avez commencé au théâtre, après il y a eu Patrice Chéreau, le cinéma. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup découvert à travers vos films, et surtout dans le dernier, qu'on va bientôt voir ici.
on a l'impression que vous racontez les autres, dirigez, vous interprétez, que c'est une nécessité, justement, que c'est devenu presque une évidence et la seule chose à faire. Enfin, je fais d'autres choses dans la vie quand même, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est ma façon de respirer mieux. Je ne respire pas bien. Sinon, je ne respire pas bien et en travaillant, j'ai l'impression que je mets de l'oxygène dans ma vie et dans ma vision de la vie. Et aussi, je donne un sens aux choses qui me semblent insensées, les choses de la vie, les ruptures, la mort, les abandons, tout ça me semble difficilement explicable, le chagrin, la perte de la mémoire, enfin tout ça. Et bon, voilà, avec mon travail, j'ai l'impression de faire un peu de sens, de mettre un peu de sens à tout ça. Et voilà. Vous avez parlé donc de Patrice Chéreau plusieurs fois. Alors j'aimerais bien en parler, je vais faire un petit historique quand même pour le public. Vous le rencontrez très jeune à l'école des Amandiers de Nanterre, vous me dites si je ne me trompe pas. Il vous offre en 83 un rôle dans Platonov d'Anton Tchekhov, au théâtre, puis un gros rôle au cinéma en 86 alors que vous n'avez que 22 ans, dans Hôtel de France, tourné avec les élèves de l'école des Amandiers justement. Vous le retrouvez ensuite dans La Reine Margot en 93, puis dans Ceux qui m'aiment prendront le train en 97, dont on a vu plusieurs extraits. Alors il semble que cette rencontre a été décisive dans votre vie et vous lui avez même dédié votre dernier film. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur votre rencontre avec Patrice Chéreau? Moi, je lui ai dédié aussi le documentaire qui a été tourné avec Thierry Nyang, qui était un grand ami de Patrice, que j'ai rencontré par Patrice, le chorégraphe Thierry Nyang. Oui, c'est quelqu'un qui est de plus en plus présent. En fait, depuis qu'il est mort, j'ai l'impression de ne travailler pratiquement que pour lui parler, pour le convoquer, pour dialoguer avec lui, pour voilà, encore plus qu'avant, avant aussi, mais il est extrêmement, c'est un mort très présent. Il n'y a pas tous les morts, il y a des morts qui s'effacent un petit peu, qui se font pas oublier, mais qui restent un peu comme assis dans un coin. Et il y a des morts au lieu qui viennent beaucoup, qui sont très présents. Et lui, il est très présent. Et je ne sais pas pourquoi il a été le premier à me regarder comme j'avais besoin d'être regardée. Je ne sais pas. À m'accueillir avec son regard, à me brusquer et à la fois me brusquer et m'accueillir. Me brusquer et m'accueillir. Les deux, tout le temps, c'était super. Non, et après aussi, le fait de le rencontrer, de voir comment il travaillait lui, ça m'inspire toujours de penser à lui, la quantité de travail qu'il faisait, sa précision, son amour pour la précision, son amour pour l'approfondissement du travail, c'est comme une musique qui est très importante. J'essaie de le copier depuis toujours. Je ne vais pas copier ce qu'il fait, mais copier son exigence et puis son amour des acteurs. Voilà, je l'ai ressenti et j'essaie aussi de le donner aux acteurs avec qui je travaille. C'est le plus important. Et est-ce que du coup il y a d'autres cinéastes, d'autres artistes dont vous avez pu retenir les méthodes ou l'éthique et que vous avez reproduit vous-même en tant que cinéaste derrière? J'espère pas comme d'éthique, mais c'est vrai que quand j'ai fait mon premier film, je me suis dit, je vais utiliser tout ce que j'aime chez les Patrice, mais aussi chez Noémie Lvovsky, beaucoup. Je suis faite d'elle. Je pense comme quand on se nourrit de quelque chose, on devient ce quelque chose. Je suis très nourrie de sa vision du travail et de Mimmo Calopresti, avec qui j'ai tourné plusieurs films, mais aussi de Bellocchio, mais aussi de Bertolucci, avec qui j'ai tourné un court-métrage. Alors on peut dire, ouais, un court-métrage. Eh ben non, c'était décisif pour moi de le voir. Même de voir juste comment il était au combo, de voir comment il parlait aux acteurs, de son calme, je sais pas, comme
Alors, c'est pas des tics, c'est pas des postures, c'est vraiment m'inspirer, me laisser inspirer, me laisser... quand je dis copier, c'est pas copier, c'est faire presque du mimétisme, c'est me laisser donner envie. Il me donne envie. Voilà. Et alors, avec tous ces cinéastes avec lesquels vous avez travaillé, Vous pouvez poser la question. et vous-même, après en tant que metteuse en scène, vous êtes peut-être très bien placé pour répondre à une question complexe qui est: c'est quoi un bon directeur d'acteur? Bah, déjà, quelqu'un qui aime l'acteur. C'est comme une loi. Si un metteur en scène n'aime pas son acteur, dans cette planète du travail, qui a d'autres lois, il va en prison. Voilà, c'est comme ça, il va en prison. Si un metteur en scène, un scénariste n'aime pas les personnages qu'il écrit, il va en prison. Aimer, ça ne veut pas dire ne pas les malmener, ne pas les brutaliser un peu, ne pas voir leurs défauts, c'est pas ça. Mais à la base, il faut qu'il les aime. On ne peut pas écrire un personnage sans l'aimer, en le détestant, en le méprisant. On peut écrire un personnage, même un personnage horrible, en voyant la face horrible de l'être humain, mais il faut qu'on se débrouille pour l'aimer. Sinon, je pense que ça ne va pas dans les lois en tout cas comme les lois que je me suis faites, moi, de ce métier. Et donc, un acteur, il faut l'aimer, il faut l'accueillir, et je pense qu'il a toujours raison. Je pense que s'il ne comprend pas une scène, c'est lui qui a raison. S'il n'arrive pas à atteindre une émotion, c'est lui qui a raison. Enfin, il n'a jamais tort. C'est à nous, c'est au metteur en scène, de se débrouiller pour qu'il fleurisse. J'avais vu une fois une interview de Bertolucci qui parlait de Marlon Brando, lui disait, parce qu'il lui demandait de pleurer. Non, c'était une interview de Marlon Brando, je crois, qui lui disait que Bertolucci lui demandait de pleurer sur le dernier tango, que lui n'y arrivait pas, et que Bertolucci continuait à le demander, il n'était pas content qu'il n'arrive pas à pleurer, et que Marlon Brando s'est mis super en colère et lui a dit mais c'est pas mon problème, c'est le tien. Voilà, je pense qu'il avait raison, je pense que c'est le problème du metteur en scène. Et là, Bertolucci, je crois que c'était une interview de Bertolucci, bon, je ne me souviens pas, en tout cas Bertolucci a pensé qu'il avait raison, et il lui a dit, bah, écoute, alors tu vois, je voudrais que tu me racontes ce rêve que tu as fait avant-hier, où tous tes enfants mouraient à cause de toi. Et là, Marlon Brando a commencé à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Et en fait, c'était à Bertolucci de trouver, avec son doigt, de toucher là où le bouton pour que quelque chose de impossible à retenir. Après, Chéreau aussi disait une chose merveilleuse, il disait que l'acteur doit toujours doit faire le contraire, doit essayer de retenir les émotions. Ce qui est beau, c'est un acteur qui retient les émotions et qui n'y arrive pas. Et donc voilà, et donc tout ça pour dire que c'est toujours la faute du metteur en scène. Ce que vous dites sur Chéreau me fait penser un peu peut-être que je me trouve à Mathieu Amalric dans Actrice, cette exigence qu'il avait, cette brutalité, mais aussi cette bienveillance, cet accueil et cette... Oh non, non. Je pense que parfois on a pensé que Mathieu Amalric, le personnage de Mathieu Amalric dans Actrice était inspiré de Patrice Chéreau, mais pas du tout. Ah non. Patrice d'ailleurs, il m'a appelé, il m'a dit, mais attends, j'ai dit, mais non, mais c'est pas du tout toi. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est un personnage un tout petit peu pas complètement aimé de ma part. Et que, heureusement que c'est Mathieu qui le joue, parce que Mathieu, il est tellement merveilleusement intelligent, aimable et charmant qu'il donne du charme et de l'intelligence à un personnage qui, à l'écriture, je devrais aller quelques mois en prison, à l'écriture, il était un petit peu méprisé, ce personnage de metteur en scène, et il était inspiré par quelqu'un à qui j'en voulais. Et dans l'écriture, cette petite vengeance, je trouve qu'on la ressentait, et ça, c'est pas génial.
Bien sûr, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Il y a un micro qui peut circuler dans la salle. Parce que nous, on continuera tant que vous ne poserez pas de questions. Non? Bon, bah alors... N'hésitez pas. Pour une... je lisais quelque chose sur Tchekhov l'autre jour qui disait que la condition fondamentale de l'être humain est d'être ridicule, il est bon de s'en souvenir. Et vous, un jour, vous avez dit dans une interview que l'ironie nous aide à vivre. C'est quelque chose qui se traduit quand même beaucoup dans vos films et dans la façon dont vous écrivez vos personnages. C'est plus beau comme le dit Tchekhov. Hein. Oui, oui, c'est sûr que l'ironie nous aide à vivre. Après, c'est beaucoup plus beau de dire que la condition de l'être humain est d'être ridicule. Parce que c'est plus tendre. L'ironie, il n'y a pas que de l'ironie, ça peut être aussi cynique. Et je ne sais pas si le cynisme nous aide beaucoup à vivre. En tout cas, le sens de l'humour nous aide à vivre. Moi, m'aide à vivre. Aussi bien arriver à raconter les choses avec de l'humour que regarder des choses qui ont de l'humour, qu'écouter des gens qui ont de l'humour. Ça me fait un peu toujours cette chose, ça me libère un petit peu. D'où votre sens de l'autodérision qu'on voit. Oui, ça me fait du bien, oui. Et puis aussi, ça vient aussi de Noémie. Elle est très exigeante sur ça, sur l'esprit de sérieux. Dès qu'on est un peu trop dans le pathos ou dans Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, par moment, avoir le courage d'être absolument de regarder un sentiment, d'être nostalgique, d'être triste, mais elle a vraiment le goût de la cassure et le goût de ne pas se complaire. Voilà. Là, déjà aujourd'hui, si elle avait vu le début du truc là avec moi qui a une boule à la gorge et tout ça, elle aurait déjà pas été contente. D'ailleurs, si on pouvait revenir sur votre méthode d'écriture, la façon dont vous travaillez avec Noémie, parce que c'est intéressant. Il y a une scène qui m'a marqué dans Les Estivants, je peux l'évoquer parce qu'elle est dans la bonne annonce, la scène où vous parlez de votre viol. Comment réussir à faire rire aux larmes avec une telle scène d'une violence dans Quelle scène, pardon? La scène où vous parlez de votre viol, ou la mère. Ah oui. Et vraiment, après, je pense pas qu'on est vicieux, je pense que c'est... Hassan me disait aussi qu'il avait hurlé de rire en la voyant. Ah bon, je suis tout seul avec ça, mais nous avons hurlé de rire en voyant cette scène. Alors comment on écrit une telle scène et surtout comment vous travaillez avec Noémie Lvovsky? Déjà, il y a aussi Agnès de Sassy. Oui. On travaille à 3. Ça dépend. Les scènes elles-mêmes, d'habitude, c'est moi qui les écris, les scènes, les dialogues, disons. Mais voilà, parfois j'ai des idées de scène, parfois elle me donne des idées de scène, puis on discute. Ça dépend des scènes, ça dépend des films en fait. On ne travaille pas toujours de la même façon. Parfois Agnès arrive plus tard, parfois Noémie arrive plus tard parce qu'elle a un film à elle à faire. Ça dépend. Mais disons que pour les dialogues, j'ai besoin de les écrire moi pour entendre ma musique. Parce qu'on se dit que vu que vous et Noémie jouez aussi dans le film, est-ce que dans l'écriture, il y a une parfois appropriation du rôle? dans les scènes de son personnage, un petit peu, mais après je dois quand même les retravailler. Il y a et après, enfin, j'ai besoin d'entendre ma musique dans mes dialogues. Il y a comme une musique, même si tous les personnages ne parlent pas exactement de la même façon, mais quand même un peu, si. C'est comme s'il y avait une uniformité. Il n'y a pas quelqu'un qui parle d'une façon plus populaire, d'une façon plus ci, plus ça. Il y a une sorte de bizarre uniformité de langage, même à travers les différentes classes sociales. Et donc, voilà, c'est comme une musique. Il y a quelque chose dont vous parlez tout à l'heure, l'invocation des morts dans votre cinéma. Ça donne l'impression qu'il vous permet de vivre avec eux et à vos côtés un peu plus longtemps. Et c'est ce qui semble faire pour vous que le cinéma soit aussi magique. Oui, c'est comme si je profitais du fait de faire du cinéma, d'écrire des films, parce que pour convoquer les gens qui sont plus là et qui me manquent, et pour avoir la joie de leur parler à nouveau, pour effacer un peu cette frontière terrible qu'il y a entre... Enfin, voilà. Et comme ça, comme si on avait une gomme magique et que... eh ben non, là, on fait ce qu'on veut et on leur parle à nouveau. Et je trouve que c'est... je veux pas m'empêcher, c'est comme vraiment une chose... Voilà, c'est une des magies du cinéma.
Après, c'est très difficile, les scènes avec les fantômes. Hein. Moi, j'ai fait celle avec le père, avec l'ancien amoureux, ici avec le frère. Comme ça, voilà, c'est génial, on dit, on en parle, ah, c'est super, c'est la magie du cinéma. Après, quand il faut les faire, et surtout quand il faut jouer avec des fantômes, c'est très difficile. J'ai eu tout le temps, des grandes difficultés à tourner ces scènes. Je les aime, mais elles sont difficiles. Et elles sont plus faciles à écrire, par contre? Elles sont plus faciles à écrire. À l'écriture, on est là, on est tout content. Et puis quand on se retrouve sur un canapé en train de parler au fantôme de son père, c'est pas si simple. Hein? Ouais. D'ailleurs, on remarque pour ces séquences, il y a une forme de sobriété dans la mise en scène qui est assez épatante. Est-ce que c'est cette sobriété-là que vous cherchez et qui permet justement de se concentrer sur les acteurs et sur ces émotions-là? Oui, bah surtout avec les fantômes, s'il n'y a pas de sobriété, les scènes deviennent... Là, le risque du ridicule, mais pas le ridicule de Tchekhov, le ridicule de moi, metteur en scène, donc il est très grand avec des scènes de fantômes. Donc, à la fois c'est attirant et à la fois c'est des scènes risquées. Pour le fantôme là, du frère dans Les Estivants, j'aurais tant voulu que ce soit l'acteur qui avait joué mon frère dans le Château en Italie, et il était pas libre, il pouvait vraiment pas le faire. Voilà, ça m'aurait peut-être, j'aime beaucoup l'acteur qui le joue, mais ça m'aurait peut-être aidé qu'il arrive directement de l'autre film où il avait joué mon frère qui mourait, hop, il revient dans ce film-là, hop, on se parle. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Je pense que vraiment c'est pas une question de comparaison d'acteurs, mais j'ai vraiment regretté parce que ce lien, il l'aurait fait avec sa personne. Il aurait effacé les frontières avec sa propre personne. C'était vraiment dommage qu'il ne puisse pas. Bah oui, il y aurait quelque chose au-delà du film, parce que cette film serait vraiment un fantôme. C'est ça, ouais. Et donc vous interprétez vous-même, vous incarnez des rôles qui sont très proches de ce que vous êtes, des artistes ou des gens d'une certaine classe sociale, mais aussi bien chez les autres, par exemple chez Samuel Benchetrit, une infirmière de nuit comme ça qui se sent toute petite, un peu ridicule. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus difficile en fait, de jouer des personnages qui sont proches de vous ou à l'opposé? En fait, je préfère... En fait, j'ai remarqué un truc bizarre, c'est que quand je joue des personnages qui font partie de classes sociales différentes de ma classe sociale d'origine, c'est-à-dire voilà, et je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus sensuelle, plus en rapport avec mon... plus ronde, je sais pas, il y a quelque chose où je me sens, c'est plus joyeux, même si les personnages sont tristes, comme celui dans le film de Samuel, c'est un personnage vraiment, la pauvre, elle est triste, elle est seule, mais il y a quelque chose où je me sens plus libre. Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais j'ai un grand plaisir. Et en fait, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait comme tout un groupe de personnages, disons, plus pauvres, dans ma vie de travail d'actrice, et un groupe de personnages plus névrosés, plus riches, plus névrosés, plus apparemment proches de moi, mais moi je crois pas. Moi je pense pas. Moi je pense qu'il y a quelque chose dans ces personnages-là qui a quelque chose d'un secret à moi, et qui est... voilà. C'est quelque chose qu'on ressent, et par exemple dans Les Estivants, justement, on a l'impression que vous ne vous sentez pas à votre place, et que vous aimeriez bien switcher parfois avec d'autres univers. Ouais, puis j'y arrive pas, je suis maladroite, j'essaye d'aller... Oui, je me sens pas à ma place. Il y a quelqu'un qui veut me poser une question. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui passe en quatrième micro. Moi, je vais donner le lien. Vous avez du mal à poser la question. Ah bah non, mais allez-y. Est-ce que vous diriez que vous avez du mal avec vos origines sociales? Ouais. Vous analysez? Ouais, mais ouais, j'ai du mal. J'ai des... Voilà, c'est conflictuel. C'est... Ouais, j'ai du mal. Oui, j'ai du mal. Vous faites une très grande thérapie. Non, mais en fait, on ne peut pas vraiment se soigner de ses origines, mais il ne s'agit pas de se soigner non plus. Mais il s'agit de bien vivre avec ce qu'on est. Mais c'est vrai que c'est une question. C'est toujours une question. Ça sera toujours une question. Ouais,
ouais, très important. Vous avez d'ailleurs dit une fois dans une interview, pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, je suis riche, très riche, je ne sais pas si c'est un péché ou une condition, je me sens très coupable, cela m'empêche. Je me sens Je me sens très coupable. Ouais. Non, mais ça, c'était quand même... Bon, c'était pour le film, hein. C'était pas, je suis pas si riche que ça. Mais non, mais je suis nantie, je viens de la bourgeoisie italienne, industrielle, et ça, voilà, ça, ce sont mes origines, et ça a été aussi mon histoire, pourquoi je suis partie d'Italie, parce que, voilà, à l'époque des Brigades Rouges et tout ça, ok. Mais au-delà de ça, il y a une condition, il y a quelque chose qui me crispe un peu dans ces origines, alors que quand tout d'un coup on me permet de ne plus appartenir à ces origines-là, à cette bourgeoisie-là, disons, j'en sais rien, et quand on me fout un autre costume, et que même dans le film la première fois, enfin non, c'est pas la première fois d'ailleurs, la première fois que je l'ai ressenti, je vous en parlais, c'était dans Baby Doll. Dans ce cours de théâtre, j'ai joué Baby Doll. Et Baby Doll, c'est un personnage vraiment qui n'a rien, qui n'a que son corps. Et j'ai ressenti. Et après, dans le film de Claire Denis, là où il y a des extraits c'était vraiment très très fort. Le plaisir extrême que j'ai eu à jouer le rôle de cette boulangère. Après, il y avait le film de Marie Auvernoux, Rien à faire. Enfin, et là, le film de Samuel. Voilà. Une autre question? Je vais vous passer mon micro, ce sera plus simple. Bonjour. Bonjour. Je vous admire beaucoup comme actrice. Merci. J'ai envie de vous poser une question sur la manière dont vous travaillez. Est-ce que vous travaillez différemment? Parce que vous jouez dans la plupart de vos films, des films que vous avez faits. Est-ce que vous travaillez différemment comme actrice? Parce que le rapport n'est forcément pas le même avec un metteur en scène que quand c'est vous qui devez jouer les deux rôles. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Qu'est-ce que vous préférez? Enfin, voilà, un petit peu. Je travaille en fait toujours différemment. Chaque film, que ce soit le mien, celui de l'autre, celui de quelqu'un avec qui je travaille tout le temps, chaque film est un monde à part avec... si par exemple je travaille avec Noémie, j'ai fait plein de films avec Noémie Lvovsky, à chaque fois c'était quand même un travail différent. Après, dans mes propres films, je travaille différemment parce que je n'ai pas les mêmes partenaires. Par exemple, dans Actrice et dans Le Château, j'avais Louis, qui était mon compagnon à l'époque, Louis Garrel, qui jouait dans le film et qui aussi me regardait, me dirigeait, me disait des choses. Donc voilà, je travaillais un peu avec lui aussi. Parfois je vois des gens qui dorment, ça m'angoisse. J'ai l'impression d'être super ennuyeuse, pardon. Et donc j'essaie de parler vite. Et donc là, dans ce film-là, j'avais pas très envie de jouer. Au départ, j'avais pas très envie de jouer. Une des raisons, c'est parce que Louis avait, comme Filippo, refusé le film. Donc il y avait deux grands absents dans ce casting. Et donc j'ai eu du mal à m'habituer à mon nouveau fiancé italien, pourtant très très beau. Vous le verrez ce soir si vous regardez le film. Mais aussi parce que j'avais envie de regarder les autres. Donc j'avais pas envie de jouer, j'avais envie de filmer les autres. Et j'ai dû me forcer. Une fois que je me suis forcée, j'y suis allée. Donc chaque film, on n'est pas dans le même état. On n'a pas. Voilà, chaque film c'est différent. Mais je peux dire que au fond, non, je travaille toujours comme actrice avec le même rapport à la caméra. C'est vrai que quand c'est moi, j'ai pas le rapport au metteur en scène qui m'aime. Parce que moi-même, je m'aime moyennement. Donc, d'ailleurs, dans Le Chameau, c'est intéressant, les premiers jours se sont passés de moi quand je jouais comme ça, pas super. Et Nicolas Briançon, un ami à moi qui jouait dans le film, je lui dis, mais ouais, je me trouve pas très... Il me dit, tu sais, je te trouve un peu dur avec toi-même. Je trouve que, par exemple, quand c'est sur moi, tu fais plein de prises, sur toi, tu fais 3 prises, lui, sur moi, tu fais une prise, après, tu passes vite à autre chose. T'es comme un metteur en scène qui t'aime pas beaucoup. Et le soir, j'ai pris une chaise, je me suis assise devant moi, et je me suis parlé. Et je me suis dit,
bonjour, je t'ai demandé de venir. Je trouve que tu es une merveilleuse actrice, très honnête. J'aime beaucoup ton travail. Et je veux te dire que je suis très contente depuis le début du tournage de ton travail. Je voulais m'excuser parce que je ne t'avais pas assez complimenté. Un acteur a besoin d'être complimenté. Et j'aime beaucoup les autres acteurs, mais je t'aime toi aussi. Donc continue comme ça. Je suis heureuse de te retrouver demain matin sur le plateau. Donc, vous pensez, la chaise vide, moi, je me parle. Et le lendemain, c'était beaucoup mieux. Là, c'est très, très sérieux. Très sérieux. Parce qu'un acteur a besoin d'être aimé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, votre question est juste. Parfois, le problème, c'est que je dois m'obliger à m'aimer sur un tournage où je joue, où je fais mon film. Donc, c'est un peu, parfois, un peu... Je dois me le décider. Bon, maintenant, t'arrêtes, tu t'aimes bien, on y va. Non, même tu t'aimes. Voilà. C'est difficile, hein? J'ai revu le... Excusez-moi. On a revu le Folle de joie, hein, qui était ici. Je l'avais vu auparavant. Et je trouve que vous êtes formidable comme actrice. Merci. Et là, pourtant, vous jouez quelqu'un... Oui, c'est vrai. En conditions sociales. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, j'y ai pensé en parlant tout à l'heure. C'est vrai, mais j'ai la liberté de la folie. C'est-à-dire que la folie fait tomber les murs des classes sociales. La folie, d'ailleurs c'est un film pour lequel je me suis beaucoup reliée aux gens normaux, que j'avais fait il y a 60 ans. Non, je rigole. Eh ben, j'ai pensé beaucoup aux gens normaux parce que Martine des gens normaux était très proche. Il y avait quelque chose pour moi de très proche de ce personnage-là. Et c'est vrai, j'y ai pensé tout à l'heure. Est-ce que je peux... Voilà, je pense que la folie abolit les classes sociales. Même si elle parle beaucoup de sa classe sociale dans le film, elle est pleine de sa mythomanie sur sa classe sociale et tout ça. Mais elle est très pauvre parce qu'elle est malade et et en même temps elle est libre. Elle est libre grâce à sa folie, elle devient libre de sa classe sociale. Et j'ai eu un grand plaisir à faire ce travail parce que j'ai pensé, pour travailler, en fait, j'ai demandé à mon surmoi d'aller en vacances. Je lui ai dit voilà, ben un peu comme ça, je me parle beaucoup pour travailler, c'est ma façon, c'est ma méthode. Donc j'ai dit bon voilà, je me suis dit que j'allais demander à mon surmoi, c'est-à-dire le surmoi c'est un policier intérieur qui nous, il y a moi, le surmoi, enfin voilà, et donc qui nous oblige à bien faire toujours en société, à être bien élevé, à faire ce qu'il faut, à essayer de pas engueuler le monsieur qui dort, de faire toutes ces choses-là d'être bien élevé. Bon, et ben j'ai demandé à ce surmoi de gentiment aller prendre une vacance où il voulait, aux Antilles, je lui ai pris un billet d'avion, il est parti le temps du tournage. Et là, en fait, c'était ce que après vous voyez du film, c'est pas lourd, c'est vraiment moi, mais juste moi, sans le surmoi. Voilà. Oui, monsieur, ici. Alors, vos difficultés de respiration oui. sont-elles une force, une faiblesse, ou les deux à la fois? Et je voudrais rajouter, dans Folle de joie, par rapport à votre peut-être nécessité d'un peu de transgression, vous êtes allé quand même très vite, et vous êtes intrigué très vite aussi au personnage de votre, je ne me souviens plus de son prénom, dans Folle de joie. Beatrice. Voilà, Beatrice, qui parle d'ailleurs parfois un italien approximatif. Et... Non, je vais vous dire. Alors, on peut en parler librement. Par exemple, la mimama. Elle parlait de la mimama dans le film, ah, le mien, mon personnage? Non, le personnage... Ah, non, elle. Non, comment elle s'appelait, monsieur? Non, elle, c'est pas un italien approximatif, elle avait un accent de la Toscane. La Toscane. Ah
oui, non, c'est pas... Non, ce que je veux dire, c'était dans l'ensemble du personnage. Et vous êtes... L'autre personnage, Oui, vous de parlez. l'autre personnage. D'accord, d'accord. Pas vous, excusez-moi. Oui, oui, oui. Écoutez, en vieillissant, les neurones, quelquefois, se télescopent. Mais je vous comprends, moi aussi. Je suis désolé. Et donc, voilà. Et finalement, c'est vrai que c'est un film merveilleux. Mais oui, oui, Un film remarquable et où on s'est beaucoup amusé et où vous aviez une très grande force. Voilà. Mais là, par exemple, pour parler, là, j'étais vraiment très aimée par le metteur en scène, très accueillie, très aidée. Donc, bon, c'était vraiment... C'est pas, effectivement, c'est pas la même chose quand je fais mes films et quand j'ai un metteur en scène comme ça. Mes films, je dois toute seule me donner du courage. Voilà. Et alors, la première partie de la question, Ouais. donc, par rapport à cette respiration, alors c'est une force ou une faiblesse? Je pense que c'est une force dans le travail et une faiblesse dans la vie. Je pense que dans le travail c'est pas mal, mais dans la vie c'est ça m'aide pas beaucoup dans la vie comme ça, dans la vie en société. Ça me rend pas très efficace, maladroite, parfois c'est même pas très gracieux, quelqu'un qui est comme ça, c'est plus... Voilà, si on est plus tranquille, c'est plus joli, non? Mais... Vous parliez de joie tout à l'heure. Ah si. Bon. Je voulais dire qu'il y a une maladresse dans le fait de ne pas pouvoir respirer, une maladresse qui est un tout petit peu clownesque, un peu... Et ça, dans le travail, c'est toujours intéressant, les clowns. Dans la vie, c'est pas facile à vivre d'être un peu un clown. Oui, alors on a vu une folle de joie hier soir. On a aussi été absolument emballés parce qu'il y a un mélange d'humour et de tendresse qui va chercher très très profond. Comment ça se fait qu'un film comme ça soit pas plus connu? Folle de joie, en fait, ça a été vraiment en Italie le film de l'année quand il est sorti. Ça a eu un succès énorme en Italie. Après, il est sorti en France, on a eu un prix aux États-Unis, au Festival Tribeca. Il a failli représenter l'Italie pour les Oscars. Bon, après, il ne l'a pas représenté, mais bon, disons qu'il a fait son chemin quand même. Mais c'est vrai qu'en France, il a eu du succès, mais il a été beaucoup plus confidentiel qu'en Italie. En Italie, c'était super. D'autres questions? Vous parliez de joie tout à l'heure, et j'ai aussi remarqué que vous disiez souvent quelque chose qui m'intriguait et qui finalement semble être vrai. Vous avez déjà dit être plus optimiste dans vos films que dans la vie. Ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où je suis plus ou moins optimiste, mais dans ce film-là, le film-là que vous verrez peut-être ce soir, lui, il vaut mieux qu'il aille se coucher. Mais en tout cas, dans ce film-là, il est quand même pas très optimiste. Mais j'ai une espèce d'idée, aussi un peu comme les lois qu'on disait de la planète où il y a les lois, qui a un peu une obligation d'une sorte de happy end. Même si c'est un minuscule happy end. Un happy end, dans Les Estivants, ceux qui le verront, c'est vraiment un happy end misérable. Vraiment, de l'espoir, vraiment, parce qu'on veut avoir de l'espoir. Mais même ça, quand même, il le faut. On ne peut pas finir un film et qu'on sort sur le trottoir et a envie de se jeter sous une voiture. C'est pas possible. C'est ce qui est dit dans le film, d'ailleurs, c'est ce que Noémie vous dit dans exactement. Le film. Non, elle le dit, ouais, exactement. C'est ce qu'elle dit dans le film. C'est comme un... Oui, elle le dit exactement. Elle dit, il faut qu'on sorte du cinéma... Non, mais c'est une chose que je pense. Non, elle le dit parce que c'est comme... Il faut qu'on sorte du cinéma et qu'on a envie de vivre. Voilà. Qu'on sorte le cœur ouvert. Il faudrait qu'on sorte aussi d'ici avec le cœur ouvert. Non, c'est vrai. Dès qu'on travaille, il faut qu'on ait le cœur ouvert. Est-ce que vous serez là? Non, j'ai pas besoin de micro. Si, je viens ce soir. Si, je viens au début et je viens après pour parler. Avec Noémie. Ah, il y a la dame ici. Pour exprimer
exprimer vos angoisses. Souhaitez-vous le micro? Pour exprimer vos angoisses, vous avez choisi le cinéma, et est-ce que vous n'avez pas l'intention d'écrire des romans, C'est pour exprimer mes angoisses, c'est pour essayer de leur donner un peu de raison d'être, disons, et de... Oui, c'est ça, les exprimer, pas seulement les exprimer, parce qu'on dirait que c'est une thérapie, et c'est pas vraiment une thérapie, c'est une façon de, voilà, accepter la vie. Écrire, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas si je pense que écrire, c'est un métier qu'on fait depuis... je pense que les écrivains, c'est des gens qui vivent en écrivant. C'est pas juste on écrit un livre, on ne peut pas ne pas écrire. Alors, le jour où j'aurai cette sensation-là, j'aimerais beaucoup écrire. Mais je pense que ce n'est pas assez nécessaire. Et je pense que pour avoir le droit d'écrire, il faut que ça soit absolument nécessaire. Mais est-ce que l'écriture de scénario n'est pas un exutoire en ce sens-là parfois? Oui, c'est une forme d'écriture. Je pense que secrètement, comme j'avais le rêve d'écrire, c'est une façon d'écrire quand même et de réaliser mon rêve de jeune fille. Mais je ne mets pas sur le même plan l'écriture d'un scénario et l'écriture d'un livre. Même si certains scénarios, par exemple des scénarios de Bergman, que j'ai lus, dont j'ai pas vu les films, je trouve qu'ils sont aussi forts qu'une pièce de théâtre, qu'un roman. De la vie des marionnettes, c'est à lire comme ça. Ils se suffisent eux-mêmes, c'est des œuvres. Ils se suffisent eux-mêmes, mais c'est très rare. Dans Folle de joie, vous incarnez un personnage plutôt excentrique, et je voulais savoir si vous diriez que vous êtes plus ou moins proche de ce personnage dans la vraie vie. C'est un peu ce que je disais, c'est un peu moi sans surmoi, disons que c'est assez proche de moi. Ouais. Assez proche de moi, mais tout ce que je fais est totalement moi. En fait, je fais rien d'autre que moi, mais selon les films, selon les époques, je mets la lumière sur un côté de moi, sur un autre côté de moi, sur un autre côté de moi. Et là, disons que j'ai mis la lumière sur moi en enlevant ce contrôle que j'ai dans la vie. Et encore une fois, en demandant à ce policier intérieur d'aller faire un tour. Et alors, qu'est-ce qui reste comme côté à découvrir pour les prochains films? Ah, ça c'est une super question. Déjà, j'aimerais travailler avec des nouveaux metteurs en scène. Parce qu'un regard nouveau... J'ai fait par exemple des essais avec Sorrentino il y a 2 ans. Bon, ça n'a pas marché, mais je me suis dit, j'ai encore envie de faire l'actrice. Parce qu'il me regardait et j'avais encore je ne sais pas comment la décrire, une espèce de vibration intérieure, un tremblement, un désir, une envie de faire que ça soit bien pour lui et ça, c'est avec aussi les nouveaux, pas que, mais c'est vrai que les nouveaux metteurs en scène réveillent un acteur. J'aimerais beaucoup avoir des nouvelles rencontres de grands metteurs en scène. Grand, ça ne veut pas dire vieux. Ça peut être un premier film, mais des puissants, des gens qui me réveillent, voilà, comme actrice. Et est-ce que Michel Gondry, il n'y a pas très longtemps, vous aviez fait un clip? Et tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de petits films ou de grands films, les courts-métrages, tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a stimulé aussi, parce que c'est un cinéma particulier? J'adore le clip. J'adore le clip. J'ai détesté le faire. J'ai détesté. Je me suis sentie, mais absolument pas. Alors qu'après, je vois qu'il m'a vraiment bien aimé, il m'a bien filmé. C'est super, j'adore le résultat. Mais pendant que je le faisais, je me disais, je ne vais jamais plus jouer de ma vie. J'arrête pour la vie entière, je ne ferai jamais plus l'actrice. Donc, vous voyez, parfois... C'est parce qu'il était dur?
Je sais pas, il y avait une froideur, je sais pas, mais je la vois pas dans le film. Hein. C'est moi, j'ai ressenti, mais je dois dire que le résultat. Mais c'est comme Dumont. Dumont, on peut pas dire qu'il soit très chaleureux. Hein. C'est l'assistant quand une scène est bien, c'est l'assistant qui vous dit bon, il dit qu'on peut passer à l'autre scène. Alors là, ça c'est comme le plus grand compliment qu'on puisse. C'est l'assistant qui vient vous dire qu'on passe au plan suivant. Bon. Et on mange jamais avec lui le soir, on a jamais... Mais après, quand je vois le film, je vois qu'il m'a aimé. Donc, c'est pas toujours les metteurs en scène qui vous font les plus grands compliments, mais c'est vrai que après, si Dumont m'appelle demain pour faire une demi-journée de tournage avec lui, j'y vais sans lire le scénario. Donc, c'est un ami, c'est quelqu'un qui fait partie désormais de ma famille de travail. J'ai beaucoup pensé à Dumont pour mon film, pour Les Estivants. J'ai pris un acteur, j'ai pris l'acteur de Maloute, j'ai proposé au jeune acteur de Maloute, j'ai pensé la scène du chapeau, c'est venu de toutes ces choses qui s'envolent dans Maloute. Donc voilà, je m'inspire beaucoup de lui, je pense beaucoup à Dumont quand je fais. Mais je ne peux pas dire que comme actrice, ça soit le grand pied. Non. Mais c'est pas grave. C'est le résultat qui est. Quand même parfois, par exemple, Paolo Virzi, c'est un résultat pas mal et c'est quand même très joyeux sur le voilà, c'est plus joyeux. Dans votre film Folle de joie, donc vous dites que vous êtes, en fait, que c'est vous jouez vraiment vous. Au début du film, il y a sur moi. Oui, il y a un peu comme un mépris venant des autres personnes de la maison. Donc, est-ce que dans votre vie auparavant... Je suis méprisante. C'est ça. C'est pas vraiment... Non, mais je peux avoir du mépris, oui. Après, je suis bien élevée, même avec moi-même, je me sens coupable. Donc, non, j'ai pas de mépris, je suis gentille, mais non, je suis horrible. Et donc, du coup, c'est très agréable d'être horrible, d'être horrible et d'être aussi merveilleuse, d'être tout ce qu'on est, sans cette espèce de personnage qu'on s'est fabriqué pour être acceptable aux yeux des autres et à nos propres yeux. Parce que, parce que c'est horrible d'un coup, elle dit des choses horribles, comme les enfants qui disent ce qu'ils pensent quand ils voient quelqu'un. Voilà, voilà. Mais oui, je suis horrible. Et j'ai besoin de l'avouer. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous pourriez dire deux mots de vos choix de films entre l'Italie, la France, l'Italie? C'est un peu ce qu'on me propose, hein, parce qu'on ne me propose pas toujours... Enfin, parfois, il y a comme un engouement plus de la part de l'Italie, parfois un peu plus de la part de la France, et parfois nulle part. Donc, ça dépend des périodes. Et il y a eu toute une période où c'était en Italie qu'on me proposait un. Donc, j'y allais. Et puis aussi, ça dépend aussi de ma vie. C'est-à-dire que là, j'ai des enfants petits, donc c'est difficile pour moi d'aller tourner en Italie quand il y a l'école et tout ça. Donc, j'ai refusé d'autres choses. Une fois qu'on refuse, après, on ne vous appelle plus. Donc, et ça m'arrange plus les films tournés à Paris. Parce que mes enfants vont à l'école à Paris. Donc, bon, voilà, les films, parfois, c'est des choix bizarres. Je fais des films, tout d'un coup, parce que je les aime, mais parce que ils sont pendant les vacances. Sinon, peut-être, je ne les aurais pas fait. Il faut que je fasse aussi avec mon... Non, mais c'est un travail compliqué pour quand on a des enfants petits, c'est un travail compliqué. Et le théâtre aussi. Parce que le théâtre, je vais faire du théâtre. Le théâtre, c'est un travail où on n'est jamais à la maison le soir. Donc les enfants, quand même, c'est le soir qu'on les voit. Voilà. Et est-ce que la voix et l'énergie du texte, etc., se travaille différemment selon la langue? Oui, je pense que j'ai pas la même voix en italien en français. Je pense qu'en français, j'ai la voix plus haute. Je pense que la respiration n'est pas la même, les gestes sont pas les mêmes, même la pensée n'est pas exactement la même. Je pense que je suis pas la même personne. Je pense que
comme Pirandello dit, on est un, personne et 100 000. Et ben, déjà, en tout cas, c'est sûr que je suis deux personnes, italienne et française, c'est sûr. Je ne suis pas la même personne. Et d'ailleurs, dans mes films, parfois, j'ai une scène en français, une scène en italien, ou une scène où je passe du français à l'italien. Et ben, même dans la même phrase, je ne suis pas la même personne. Si je commence une phrase, mais c'est pas vrai. Et un film qui parle, et ben, le c'est pas vrai, et un film qui parle, c'est pas la même. C'est une autre énergie, une autre inspiration. Et Chiara Mastroianni disait à propos de votre premier film que du fait que vous l'ayez fait jouer en italien, elle avait pu enfin crier. Ah ouais, je ne savais pas. Ouais, bah oui, c'est possible. On crie mieux en italien. Bonjour et merci beaucoup pour votre travail et toutes les émotions que vous apportez et faites beaucoup rire aussi. Moi j'ai une tendresse particulière pour 5x2 de François Ozon que j'ai vu toute jeune femme et je me demandais quel souvenir vous gardiez de ce film et du travail. Ah bah j'ai un super souvenir, j'adore, voilà, ça c'est un metteur en scène. Voilà. Il y a les bons metteurs en scène qui sont un peu durs et sévères, et puis il y a les bons metteurs en scène où c'est une fête. Et avec Patrice, j'allais dire, mais avec Patrice aussi, c'était une fête au fond. C'était douloureux, mais c'était toujours une fête. Et avec François Ozon, c'est une fête. J'arrête pas de lui dire que je voudrais retravailler avec lui, mais bon. Et j'ai adoré. Je trouve qu'il est vraiment exigeant et joyeux. Et il m'a aussi... lui, par exemple, il m'a demandé si j'étais d'accord pour être belle. Et, en fait, je me suis rendu compte que jusqu'à là, j'avais pas été d'accord. Et donc, c'était un peu le travail qu'il a fallu faire. Physiquement, je vais faire du sport, et ci et ça, mais psychologiquement, c'est une autorisation que je me suis donnée. C'était un peu est-ce que tu es d'accord de ça? Sinon, tu fais pas le film. Et alors, j'ai dû dire oui, et j'ai dû ensuite travailler sur cette autorisation. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que sinon, on va peut-être conclure avec notre dernière question, qui est une question qu'on pose à monsieur. Bonsoir. Bonsoir, ouais, 15h. Jetlag du Festival de cinéma. J'avais une question, puisqu'on est dans le femme de cinéma, réalisateur, actrice. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de raconter des histoires de femmes? Je pense par exemple au téléfilm qu'il y a eu avec Noémie Lovski, où on raconte les femmes en prison, Les Invisibles, où on raconte les femmes dans la rue. C'est des films qu'on n'aurait pas vus il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce qu'on ne traitait pas du sujet. On l'aurait vu avec des hommes, et on commence à raconter des histoires de femmes, et quand on se met à écrire et raconter des histoires de femmes, est-ce que c'est compliqué après de trouver un producteur et quelque part d'arriver à les médiatiser, de les faire passer à la télé, au cinéma, et de commencer à raconter des histoires de femmes? Je crois pas, je ne me rends pas compte. Peut-être vous avez raison que ça a changé. Je crois pas. Non, ce qui est difficile, c'est... peut-être c'est difficile, les femmes, quand elles sont plus très jeunes. C'est vrai que quand... mais pas... Par exemple, pour les actrices, ça devient de plus en plus... Les rôles principaux, il y a très peu de rôles principaux pour une actrice de 60 ans. Alors qu'il y en a... C'est-à-dire les femmes que veulent voir les producteurs, ce sont des jeunes femmes. Voilà. Des hommes de tous les âges, mais les femmes jeunes. Donc ça, c'est un peu le blocage, c'est sur l'âge plutôt. Mais sinon, sur les rôles, puisque même dans les séries télé, comme c'est très récent de voir des femmes qui ont le rôle principal, par exemple, du policier, comme des séries dans Tunnel. Avant, on ne voyait pas, c'est toujours un homme, et il avait une coéquipière qui le suivait un petit peu partout, comme un... Ça fait quelques années que ça... Je ne me rends pas compte. Je trouve ça assez récent, moi, comme... Peut-être. De toute façon, il y a quand même quelque chose qui change, peu à peu, heureusement. Mais moi, je ne me rends pas compte des choses de production comme ça. Je ne m'en occupe pas trop, en fait. J'essaie de faire comme si de rien n'était.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? Tout le monde doit partir sur la pointe des pieds. On va essayer de ne pas le réveiller. Ah bah ça y est, du coup, il a... Non, du coup, on va vous poser une dernière question qui est la question qu'on pose... Ah, il y avait une question? Non. Qui est la question qu'on pose aux artistes qu'on rencontre, cinéastes et acteurs. Vous avez la double casquette. Alors, premièrement, quel conseil vous donneriez à un jeune acteur en herbe et quel conseil vous donneriez à un jeune cinéaste? À un jeune cinéaste, je lui donnerais le conseil d'essayer de jouer aussi. Parce que je pense que c'est très intéressant de se mettre de faire l'acteur pour un réalisateur, même juste pour essayer, pas du tout pour le faire en vrai, mais même comme un exercice, quoi, se mettre à l'autre place. Et un jeune acteur, je dirais de penser aussi, pas obligatoirement à faire des films, à réaliser des films, mais je lui dirais d'essayer de se rendre indépendant, de pas être comme seulement et uniquement comme un bébé qui attend qu'on lui propose du travail. J'essaierai de le pousser à soit justement à écrire et à réaliser aussi, mais soit à avoir en tête qu'il peut lui aussi provoquer des projets, donner du désir aux autres, enfin de ne pas être dépendant du désir des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.